Donc voilà, le chien dans l'image de Washington, en effet, avec les calques de réglage. Tous les calques de réglage. Donc, dans le groupe du décor ici, deux calques de réglage qui servent à modifier le décor. Dans le groupe du chien, trois calques de réglage dans mon cas qui servent à modifier le chien. Des calques qui ont été écrêtés avec la touche Alt en cliquant entre les vignettes, parce que sinon, le problème c'est que ces calques, s'ils ne sont pas écrêtés sur le groupe du chien, ils vont agir aussi sur tout ce qui se trouve en dessous. Comme on le voit quand j'enlève les yeux en face de ces trois calques de réglage, ils agissent maintenant sur le décor aussi. Tandis qu'en les écrêtant avec la touche Alt, sur le groupe du chien et ses ombres, ils n'agissent que sur le chien. Parfait. Et on a trois calques qui agissent sur tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce pour arriver à intégrer un élément dans un décor, modifier à peu près en même temps, hein, sur tous les paramètres à peu près en même temps, on modifie le décor, le sujet qui est intégré dans son nouveau décor, et par-dessus tout, pour unifier en quelque sorte, on a des calques qui corrigent le tout. Alors, je vous propose de revenir ici dans l'image du désert, avec quelque chose d'un peu plus simple pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore mis de calque de réglage pour corriger le chien et le décor. L'autre image, vous pouvez la fermer si vous voulez, ne pas la garder ouverte dans Photoshop, parce que ça bouffe quand même de la mémoire d'avoir ça ouvert dans Photoshop. Au fait, combien elle pèse. Donc si je suis en mode fenêtre, là j'ai enfoncé la touche F pour être en mode fenêtre flottante. Normalement ici on vous montre ce que ça donne, ce que ça prend comme mémoire. Alors vous avez deux chiffres, donc d'abord vous avez un menu ici qui vous permet de choisir ce que le petit cartouche ici vous indique. Parfois on a déjà fait ça, hein, demander profil du document pour voir pour quel matériel est prévu cette image. Mais si vous laissez Photoshop, si vous avez remis à zéro Photoshop, voilà ce qui vous indique, c'est le premier item de la liste, les tailles du document. Donc vous avez la taille du document sans les calques et la taille du document avec les calques. Enregistré en quel format, peu importe, parce que c'est la taille du document ouvert dans Photoshop en fait, donc non compressé en fait, non compressé par le format PSD sur le disque dur, qui sera peut-être plus petit que ça en fait. Hein. Il est pas, oui, l'image ne fait peut-être pas 300 mégas, elle ne fait pas 300 mégas d'ailleurs. Si je vais voir ici, elle fait 300 mégas, parce qu'il y a plein de détails. Ok, elle fait 300 mégas. J'ai pas d'aplat de couleur qui pourrait réduire en fait la taille du fichier sur disque dur. Voilà. Donc je peux la fermer parce que ça bouffe de la mémoire dans Photoshop. Ok, j'ai renfoncé la touche F et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer un peu avec la marionnette. Donc on a un chien qui est là avec ses ombres. On va enregistrer le fichier sous un certain nom, un nouveau nom, pour être certain de garder cette version-là intacte, parce qu'on va peut-être en avoir besoin si on fait foirer tout avec la marionnette. Donc ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle en anglais le puppet wrap, c'est-à-dire le filet de marionnette en fait, en quelque sorte. Donc que j'aille jeter un coup d'œil là-dedans. Un groupe avec le chien détouré, plus toutes ces petites ombres. Bon. Le plus intelligent à faire, c'est... D'abord, qu'est-ce que c'est la marionnette? C'est un système qui va vous permettre de repositionner les pattes, la tête, tous les éléments distinctifs du chien, on va pouvoir les repositionner. On va avoir un problème avec la patte arrière qui est collée avec la queue. Il n'y a pas d'espace entre la queue et la patte arrière. Et ça, c'est certain. Mais vous allez voir qu'il y a des solutions. Pour les pattes avant, on aura aussi un problème parce que le haut de la patte, le muscle, la clavicule, là, se trouve à cet endroit-là à peu près.
On n'a pas... voilà. Mais enfin, on va quand même essayer comme ça. Après, on va faire l'autre méthode pour faire des photomontages, pour aller encore plus loin. Il va falloir détacher les pattes, les éléments distinctifs de l'animal sur différents calques. Mais essayons déjà comme ça. Donc, le plus intelligent à faire, ce serait de ne pas faire la marionnette sur le groupe, parce que ça va aussi jouer sur les ombres. Donc on va plutôt le faire à l'intérieur du groupe, la marionnette, sur le calque ici du chien. Et les ombres, elles seront libres, non affectées par la marionnette, et on va pouvoir les repositionner après comme on veut. Parce que bien sûr, si je bouge la position des pattes ou quoi, ça ne sera plus bon les ombres, il faudra les repositionner. Alors le calque actuellement est verrouillé, donc on va éventuellement le déverrouiller. C'est nous qui l'avions verrouillé pour être certain de ne pas travailler dessus. Et alors, on va directement faire la bonne méthode, c'est-à-dire qu'on va faire la marionnette sur un objet dynamique. Parce que si on fait une marionnette sur un objet, un calque normal, pixel, une fois qu'elle est appliquée, on ne sait plus la modifier. Donc autant convertir ce calque en un objet dynamique. Alors vous faites un clic droit à droite du nom et vous demandez convertir en objet dynamique. Et voilà. Donc le masque de fusion n'a pas disparu, il est à l'intérieur de l'objet dynamique. Bien, on va maintenant sur ce calque ici mettre la marionnette. Donc vous allez dans menu édition, déformation de la marionnette. Alors pour la petite histoire, dans les dernières versions d'Illustrator, on a également ça qui est installé, qui existe. Ça est arrivé plus tard dans Illustrator que dans Photoshop, mais voilà, déformation de la marionnette. Vous avez un filet qui arrive sur le chien. Et ben voilà, le principe c'est que toute la surface du chien a été divisée en triangles. Et ça va permettre de facilement modifier la position du chien, vous comprenez, hein. Si je bouge la tête ou les pattes, il y a des triangles qui vont changer de forme, et Photoshop va recalculer les pixels qui sont à l'intérieur d'un triangle actuellement, il va les repositionner, en fait c'est le principe. Mais en fait le filet, on n'a pas besoin de le voir, donc vous pouvez demander ici, au-dessus, vous pouvez décocher afficher filet. Donc on est en déformation de la marionnette. Les options là au-dessus, c'est les options de déformation de la marionnette. Et le danger, c'est de croire à un certain moment qu'on n'est pas en déformation de la marionnette. Et donc, voilà, vous n'arriverez pas à sortir de là facilement, à moins d'appuyer sur le petit V. Mais donc, on n'appuie pas sur le petit V ici. Je dis juste que parfois, c'est ce qui arrive. On est en déformation de la marionnette et on ne s'en rend pas compte. Enfin, je ne sais pas, on va boire un café, puis quand on revient, c'est la cata. En tout cas, voilà, vous avez une possibilité ici d'aller cliquer sur l'animal et ça pose ce qu'ils appellent un coin, moi j'appelle ça une punaise. Allez-y, cliquez, voilà. Je viens d'en positionner 3. Vous voyez que quand on revient sur une de ces punaises et qu'on clique sur elle, elle est sélectionnée et les autres ne le sont pas. D'accord ? Voilà. Alors quand vous bougez les punaises, ben oui, vous voyez que ça commence déjà à bouger les choses. Alors regardez un truc bizarre ici, je bouge la tête et les pattes à l'arrière, là, les pattes arrière bougent. Ben oui, parce que avant de commencer à bouger les choses, il faut bien punaiser les choses, les mettre en place. Enfin déjà, vous découvrez à quoi ça sert, la marionnette. Ça sert à repositionner des éléments, mais il faut le faire intelligemment. Marrant ça, hein ? Donc ça veut dire que si vous faites des photos en studio et que la personne que vous avez photographiée, par exemple, n'a pas le bras ou les jambes exactement dans la position que vous voudriez, ou que c'est pas assez gracieux, il n'y a pas assez de style, vous pouvez comme ça punaiser et bouger un peu les choses. Bien. Alors, quand vous enfoncez la touche Alt, vous avez deux possibilités. Soit si vous cliquez sur la punaise, ça la supprime. Soit si vous êtes en dehors de la punaise avec la touche Alt enfoncée, vous pouvez, et là je vais bouger un peu, avec la barre d'espacement, voilà, vous pouvez tourner autour de la punaise. Donc la touche Alt a deux fonctionnalités. Là je clique sur la punaise avec la touche Alt, elle est partie.
Voilà, celle-là aussi, il n'y a pas besoin de la sélectionner au préalable. Voilà, plus aucune punaise. Alors l'idée, c'est de mettre des punaises aux endroits stratégiques, aux articulations. Bon, par exemple, pour le chien ici, je me dis que à peu près à cet endroit-là, là où le crâne rejoint la colonne vertébrale, le cou, ce serait pas mal. Peut-être ici aussi, mais il ne faut pas en mettre trop non plus. Hein. Ici pour la patte peut-être. Là. Là pour l'articulation, là aussi. Là au bout. Voilà. Ah, ça peut servir aussi à faire grossir des éléments ou les affiner. Les punaises. Par exemple ici, je vais jouer avec ces deux punaises-là. Je vais jouer sur la taille du torse du chien et vous allez voir que ça peut être intéressant. Voilà. Bon, je vous ai dit, ici à l'arrière, on aura des problèmes, il va falloir faire un boulot. Sortir la patte sur un calque à part parce que tout est attaché. Il faut bien comprendre que pour Photoshop, bien sûr, ça, ce n'est pas un chien, c'est juste une zone de pixels. Voilà. Alors vous allez appuyer sur le petit V pour valider. Résultat, vous avez dans la palette des calques, sur l'objet dynamique, vous avez la déformation de la marionnette qui s'est mise. Bon, je vous rappelle le principe, hein, c'est que si à un certain moment vous essayez par exemple avec le pinceau de cliquer sur le chien, Photoshop va vous dire que vous devez pixeliser cet objet dynamique. Et bien sûr, il ne faut pas le faire, il ne faut pas accepter, sinon la marionnette va disparaître. Tiens, je ne me suis pas encore soucié du positionnement du chien dans le décor, vraiment. Même chose que pour l'autre. Hein. Voilà, je ferme le groupe avec l'outil de déplacement. Vous savez qu'il y a une ligne d'horizon, vous la sentez un peu dans le décor, là, près des dunes du fond, là. Bon, ben voilà. Vous savez que si je mets le chien comme ça, ça va peut-être donner l'impression qu'il mesure 1,60 m, 2 mètres. Il devrait être plus bas, s'il reste à cette taille-là. Il devrait être plus bas, logiquement. Alors, il n'est pas interdit d'agrandir le chien. On a vu que diminuer sa taille, c'est pas génial, ça lui fait perdre du détail. Mais l'agrandir, ça peut être intéressant. Donc, vous êtes bien en train de travailler sur le groupe qui est fermé pour bien faire. Voilà, comme ça Photoshop va pas croire que vous êtes en train de travailler sur un des calques du groupe. Vous faites un commenté, donc édition, transformation manuelle. Bon, il vous dit juste que les filtres dynamiques comme la marionnette vont être désactivés pendant la transformation. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment fait la marionnette encore. Hein. On va la faire plus tard. Les punaises y sont, mais on n'a pas encore modifié la position des punaises ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, dans Photoshop, avant la version 2019, il faut enfoncer la touche majuscule pendant que vous prenez une poignée du coin pour que les proportions soient gardées. Touche majuscule. Vous lâchez le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà, et on peut repositionner. C'est important que dans les images, les éléments principaux occupent quand même une bonne partie de l'image. Donc vous vous souvenez qu'au départ, quand on avait amené le chien dans le décor, il était trop grand, mais en fait c'est le décor qui était trop petit. Donc on a agrandi le décor autour du chien. Mais peut-être qu'on l'a agrandi trop, et que le chien est devenu trop petit suite à l'agrandissement du décor. Donc voilà, il n'est pas interdit de l'agrandir ici. On a vu la fois passée que ça fait... ça ramène même du détail. Ça fait apparaître du détail. La multiplication des pixels par Photoshop. Ok, donc ça c'est pas mal. Et donc je disais, il est important que quand même l'élément principal dans le photomontage soit bien grand. Mais il faut évidemment le positionner comme il faut. Vous n'allez pas, comme on voit souvent chez les infographistes, faire ce genre de choses, c'est foireux. Les pattes du chien sur le bas de l'image, là, c'est ridicule. Waouh. Touche Escape, j'ai foiré un peu. Commenter. Voilà. Donc voilà, on va repositionner le chien comme il faut. Alors, vous pouvez valider avec le petit V la transformation manuelle.
Bon, là j'ai un petit problème, j'ai mis les oreilles du chien sur l'arbre et on ne les distingue pas bien, donc il faudra éviter ce genre de choses. Il faudra le positionner de manière à ce que sa silhouette soit visible. Ça aussi c'est un secret en publicité, c'est que il faut que les silhouettes restent visibles. Ça veut dire que si je réduis tout ça à 2-3 couleurs, ce photomontage, il faut qu'on arrive encore à distinguer les éléments. Donc si le chien devient tout noir, l'arbre est noir, s'ils sont superposés, on ne verra plus les oreilles du chien. Donc il faut, voilà. Comme ça, on s'assure que le public qui va découvrir la photo, d'un coup, va voir les éléments, ils sont bien distincts en silhouette. Et là, je suis allé chercher l'outil de recadrage. Alors, je voulais vous montrer la règle des tiers. Vous avez déjà entendu parler de la règle des tiers? Oui? Bon, super. En principe, elle devrait s'afficher. Non, je sais pourquoi. C'est parce qu'elle s'affiche uniquement quand on commence à bouger ici. Oui, voilà. Ou quand on clique sur une poignée du coin. Ah, super Photoshop. Donc voilà, là au-dessus, vous avez différentes possibilités pour positionner les éléments. Ce sont des règles plus ou moins sérieuses et acceptées. Mais en tout cas, un truc qui est accepté d'une manière générale en photographie, c'est la fameuse règle des tiers qui dit que normalement, dans la photographie, le sujet principal doit occuper un des 4 croisements des tiers de largeur et hauteur. Donc ça peut être par exemple la tête du chien. Si vous considérez que parmi l'élément chien, c'est la tête le plus important, la tête devrait se trouver quelque part, pour bien faire, quelque part au tiers de l'image. Mais bon, ici, comme on n'est pas encore certain qu'on ne va pas recadrer après, vous allez faire la composition à l'œil et ne pas trop vous occuper de la règle des tiers. Donc là, vous pouvez quitter l'outil de recadrage. C'était juste pour vous dire que quand on compose et que vous n'êtes pas certain de vous pour la composition, vous pouvez faire appel à cette règle des tiers pour positionner les éléments dans vos compositions. Mais le bon sens et sentir aussi l'image, ça marche aussi hein, sans afficher le gris. Alors on va revenir sur notre marionnette. Donc vous ouvrez le groupe et vous allez double-cliquer sur l'objet, pas sur l'objet dynamique, que dis-je, sur le mot déformation de la marionnette, vous double-cliquez. Voilà. Alors, vous allez pouvoir positionner les choses. Souvenez-vous que quand on clique sur une punaise et qu'on est avec la touche Alt et qu'on bouge, ça permet de tourner autour. Mais vu que j'ai une punaise là, la tête ne tourne pas, je l'enlève avec la touche Alt. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui, j'avais mis une punaise sur la cervicale, là, et ça m'empêchait de positionner correctement la tête comme je voulais, voilà. Ensuite, rien ne m'empêche d'aller remettre la punaise et touche Alt à nouveau, voilà. Alors ça a tendance à déformer la tête du chien, vous voyez. Quand je remonte la tête comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller mettre une punaise sur le bout. Même chose, vous tournez comme il faut. Alors oui, on va s'éloigner peut-être d'un chien anatomiquement correct. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, je mets une punaise et je la bouge simplement pour repositionner. Donc c'est génial ce qu'on peut faire quand même. Hein. Vous pouvez vraiment modifier les choses dans une photographie sans avoir besoin de retourner en studio parce qu'on a oublié de faire quelque chose. Ok. Voilà une patte levée. Avec la punaise ici, touche Alt, je tourne. Voilà. Bon, finalement, on ne sait pas faire vraiment grand chose. Hein, avec toutes les punaises qu'on a mises là. Si je voulais faire le chien plus sur ses pattes arrière, par exemple lever sur ses pattes arrière, j'ai trop de punaises, il faudrait que j'en supprime. Alors pour ce qui est de rendre le chien un peu moins épais, voilà, c'est ce que je vous disais. Le voilà plus svelte.
Ok. Là, je les sélectionne avec la touche majuscule. Quand j'en bouge une, elles bougent toutes. D'accord? Donc j'ai fait clic sur une punaise, majuscule clic sur les autres, et j'arrive à bouger tout ça. C'est ici que ça se corse, puisque comme je vous avais dit, si on essaye de bouger la queue, voilà, on va avoir peut-être la patte qui suit, voilà. Il n'y a pas d'espace. Ok, supposons que ça me convient. Je vais valider avec le petit V. Voilà, voilà. Alors, en enlevant l'œil en face de déformation de la marionnette, vous voyez l'avant et après. Ah, ça calcule. Hein. Ça demande des ressources. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez démarrer de stock photo, de banque d'images, ou même gratuites sur Google, des images du domaine public, et les adapter. On va enregistrer ça sous un nouveau nom sur le disque dur. Je sais que ça prend de la place, hein. Votre disque dur va peut-être être rempli à un certain moment, il faudra faire gaffe. En plus, on a maximisé la compatibilité qui est enclenchée. Donc ça fait les fichiers plus lourds. Si vous allez dans les préférences, alors préférences générales, où est-ce qu'ils ont mis ça? Maximiser la compatibilité. De toute façon, on avait la possibilité à l'enregistrement là, de la désactiver, mais... Oui, c'est bien ça. Je disais bien préférence gestion des fichiers. Vous avez ici maximiser la compatibilité des fichiers PSD et PSB, qui sont deux formats Photoshop. Hein. Le PSB, c'est un plus récent, qui permet d'aller jusqu'à des images de 300 000 pixels sur 300 000, alors que le PSD est limité à 30 000 sur 30 000. Mais là, on parle d'images monstrueusement grandes pour l'analyse scientifique, l'astronomie et voilà, ce genre de choses. Donc vous, PSB et PSD, pour vous, ce sera la même chose en fait. Et c'est là que vous avez la possibilité de dire que maximiser la compatibilité des fichiers PSD, vous n'allez jamais le faire. Ça veut dire quoi, maximiser la compatibilité? Ça veut dire que vos fichiers Photoshop que vous enregistrez sont compatibles avec d'anciennes versions. Avec d'anciennes versions de Photoshop. Vous pourrez les ouvrir plus facilement dans d'anciennes versions de Photoshop ou dans des logiciels qui peuvent vous ouvrir du Photoshop. Corel Painter ou d'autres logiciels. Il y a plein de logiciels qui ouvrent du Photoshop, même Illustrator. Voilà. Mais donc voilà, si vous voulez avoir des fichiers moins lourds sur le disque dur, ça peut être bien de décocher, maximiser la compatibilité. Si vous savez que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir dans une ancienne version. Tant que je suis dans les préférences, je vous montre ici la partie performance, où je dispose de 16 Go de RAM sur cet ordinateur. C'est un ordinateur portable avec 16 Go. Le minimum pour travailler actuellement, c'est 8. Parce que déjà, le système d'exploitation prend pas mal et les logiciels deviennent lourds et gourmands. Et vous avez la possibilité ici de décider de ne pas trop allouer de mémoire à Photoshop. Il peut, ici, j'ai indiqué, c'est moi qui ai indiqué qu'il peut utiliser 50% maximum de la mémoire. Parce que sinon, il risque de bouffer toute la mémoire et de faire planter l'ordinateur, quoi. Donc, c'est un Mac portable, et les Mac portables sont limités à 16 Go, contrairement aux PC portables où on peut aller jusqu'à 32 Go de RAM, voire même au-delà pour certains. C'est un choix de Apple de dire que
Voilà, ils ne veulent pas mettre plus que 16 Go dans les Mac portables parce que sinon il y a besoin d'un contrôleur mémoire qui va bouffer de l'énergie et ils veulent que les Mac puissent fonctionner sans être connectés au secteur pendant 7 ou 8 heures. Donc voilà, ça c'est l'explication pourquoi il n'y a pas de Mac portable avec plus que 16 Go de RAM. Apple ne veut pas mettre le contrôleur mémoire qui est nécessaire quand on met plus que 16 Go et qui bouffe de l'énergie, qui diminue l'autonomie de l'ordinateur portable. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, si vous avez un disque dur SSD, il va très bien servir pour compenser le manque de mémoire si jamais à un certain moment il y a un manque de mémoire. Ça va, vous voyez, les disques durs SSD bien sûr, des disques durs sous forme de circuits, les solid state, donc à la place d'un disque dur mécanique, ce sont des circuits. Alors voilà, si je veux essayer d'aller plus loin dans la marionnette que j'ai mise, voilà une possibilité. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais une possibilité, ce serait de dupliquer le calque en le prenant. Donc je l'amène sur le bloc de feuilles. J'obtiens donc deux chiens marionnettes superposés. Et un des deux, je vais l'enlever de l'affichage. Je vais même renommer le calque chien version 1. Voilà. Et là, ce sera chien version 2. Voilà. Et je double-clique sur le mode déformation de la marionnette de ce chien-là. La version 2. Et j'essaye de le remodifier. De repositionner des éléments ou quoi. Ce qui n'est pas si évident que ça. Je vais quand même en profiter pour vous montrer quelque chose ici que j'ai pas expliqué. C'est l'empilement, les différents niveaux de punaises. C'est rare quand vous allez devoir utiliser ça. Et en plus, on peut utiliser des calques à la place. Mais je vous montre quand même. Voilà. Si je lui fais croiser les pattes, voilà, je lui fais croiser les pattes. Ok, ça c'est la punaise de la patte de gauche du chien. Ça c'est la punaise de la patte de droite du chien. D'accord? Une fois que la punaise est sélectionnée, là, celle de la patte de droite du chien, vous avez ici profondeur de coin, et si je clique là-dessus, ça va le remonter, et vous avez compris ce qui va se passer. La patte droite du chien est passée à l'avant-plan. Voilà, ça peut servir parfois quand on fait la marionnette. Ça explique en fait à quoi ça sert ça. C'est la profondeur de coin, quoi. La profondeur des punaises. Mais franchement, vous n'en aurez pas besoin. Si j'explique, c'est surtout parce qu'on a les choses qui sont là et on se demande, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, je valide. Ça ressemble à rien, mais enfin... Alors voilà, je vais à nouveau dupliquer pour essayer à nouveau une autre marionnette sur le chien. Donc c'est bien le calque du chien que je duplique. Je vais le renommer version 3. Là je vais carrément me débarrasser de la marionnette qui est sur le chien actuellement parce que je vais... sinon ça va me demander de supprimer tous les coins que j'ai déjà mis et ça va être plus compliqué qu'autre chose. Donc voilà. À ne pas oublier d'enlever l'œil en face de l'autre chien, bien sûr. Et édition, déformation de la marionnette. Et alors là, rapidement, je vais mettre le chien sur ses pattes arrière, debout sur ses pattes arrière. Ça peut servir. D'abord, je mets des punaises là pour caler ça à cet endroit-là. Puis je vais prendre le chien par là, éventuellement, et le faire lever comme ça, voilà. Vous avez vu le principe, il faut toujours caler le chien, la partie qui ne doit pas bouger avec des punaises. Alors, pour la petite histoire, vous avez ça aussi dans After Effects.
le principe des punaises. Donc le logiciel qui permet de faire un peu du Photoshop mais sur de la vidéo. Et dans After Effects, il y a une différence avec les punaises, il y a une zone d'action. Quand on bouge une punaise, on peut définir une zone d'action, ce qui n'est pas le cas ici dans Photoshop. Par beaucoup d'aspects, After Effects a de l'intérêt, même pour travailler sur des images fixes. Voilà. C'est un peu du n'importe quoi, ces pattes, mais bon. On va y arriver. On va essayer d'éviter de lui faire des os courbes quand même, dans la mesure du possible. Vous voyez que c'est un peu foireux quand même au niveau des pattes. Hein. Pourquoi pas, ça pourrait peut-être passer. Bon, je vais valider. Voilà, alors, ces différentes positions du chien, il est possible de s'en servir pour faire ce qu'on appelle un GIF animé. Le principe de la punaise peut servir pour faire des GIFs animés. Mais bon, là, ce qu'on a fait, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. Mais on peut tester malgré tout, si vous voulez. Alors, je vais quand même enregistrer le document, encore une fois. Je voudrais pas que ça plante. Alors voilà, on va le faire sur cette image qui est immense au niveau du nombre de pixels, mais c'est pas grave. Le GIF animé, en principe, on le fait sur une plus petite image. Et on va aller chercher la palette qui s'appelle Montage dans cette version-ci de Photoshop, menu Fenêtre Montage. Je pense que dans C6, ça s'appelle Animation. Montage, ça s'appelle dans C6 ? Parfait. Est-ce que ça vous propose de créer un montage vidéo ? Oui ? D'accord, ah ben ça va. Je croyais dans C6, il n'y avait pas encore cette possibilité de faire du montage vidéo dans Photoshop. Mais c'est peut-être la première version qui a inclus ça, en fait. Bon, parfait. Mais de toute façon, c'est pas un montage vidéo qu'on va faire. C'est pas des vidéos, on va pas, comme dans Adobe Premiere ou un logiciel de montage vidéo, commencer à faire des fondus entre des séquences vidéo, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est autre chose. C'est ce qui a existé depuis très longtemps dans Photoshop et que vous pouvez choisir ici par le petit menu en cliquant là. C'est créer une animation d'image. Voilà. Et vous cliquez sur créer une animation d'image et vous avez la première image qui arrive. Alors je vais faire apparaître le chien. Voilà. Cliquez sur le petit signe de création d'une image en fait. Dans l'animation. La voilà. Alors, que je me souvienne comment ça fonctionne, ce truc. Ok. Il va falloir mettre une durée. Voilà. Bon. Alors. Voilà, le principe c'est que pour chaque
image, vous allez devoir définir quels sont les calques qui apparaissent. Ok, ben voilà, j'ai défini. Pour cette image-là, la première, c'est version 2 du chien qui apparaît. Pour celle-là, version 3. Et pour celle-là, version 1, voilà. Et donc, quand on joue l'animation, voilà, on voit l'animation. J'ai mis 1 seconde par image, ce qui est beaucoup, mais enfin, voilà, pour faire des bannières, ça peut être intéressant, des bannières web, c'est fort utiliser ce genre de choses. Encore une fois, l'animation ici, j'avais pas prévu de faire une animation, je vous montre juste que le principe de la marionnette peut servir à, au départ d'une image fixe d'un sujet, l'animer en quelque sorte, mais c'est vraiment une animation très basique et rigolote. Voilà. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Et ici, en bicubique plus net réduction, vous tapez 10% au lieu de 100%. Vous devriez obtenir donc l'image à 940 pixels sur 574. OK. Et là, pour exporter, ça va être beaucoup plus rapide. Alors en principe, si on exporte pour le web, vous allez pouvoir l'enregistrer en GIF et obtenir un GIF animé. Il y a une nouvelle manière d'exporter les images pour le web qui s'appelle Generator. Mais on va utiliser l'ancienne manière, hérité entre parenthèses pour dire que c'est un truc qui est hérité des anciennes versions de Photoshop. Ils essayent quand même de ménager l'utilisateur qui n'a pas le temps de mettre à jour ses connaissances, alors ils gardent quand même les anciennes manières de faire en indiquant que c'est hérité. Ouais, donc chez vous dans C6, le enregistrer pour le web est plus haut dans le menu. Il n'est pas dans le sous-menu exportation. Ok, essayez l'exportation en GIF. Donc je laisse à 100% ici, puisqu'elle est déjà réduite avant d'aller dans la boîte. Au niveau de l'animation, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, enregistrer. Je vais voir sur le disque dur mon GIF. Alors, je vais le forcer à s'ouvrir dans un navigateur web en amenant l'icône sur un navigateur web, le voilà. Firefox, par exemple. Voilà. Et ben voilà, ça joue. Le GIF est en train de jouer. Complètement débile, mais en fait, techniquement, ça marche. Ça marche chez vous? Super. Bien sûr, ça doit être inclus dans une page web, normalement, ce GIF. Donc voilà, 3 marionnettes ici. Et imaginons que j'étais en train de regarder laquelle des 3 est valable finalement. Je vais décider que c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Hein. Les autres, j'ai foiré mon coup. Hein. C'était juste des tests foireux. Bon, donc pour modifier cette marionnette, si je veux aller plus loin, on sait que je peux ouvrir ici, si jamais il faut, pour voir le détail de ce qui a été mis sur le calque, double-cliquer sur déformation de la marionnette et toutes les punaises apparaissent. Mais tout ça est bien compliqué, donc je sors de là. Et vous avez compris ce que je vais vous dire, certainement, c'est qu'on peut mettre une deuxième marionnette sur cet objet.
Comment? Une petite idée? À droite du nom ici. Clic droit. Convertir en objet dynamique. C'est déjà un objet dynamique, mais on peut mettre un objet dynamique dans un autre. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc l'objet dynamique qui a la marionnette est à l'intérieur de cet objet dynamique-ci, qui vient d'être fait. Et je demande édition, déformation de la marionnette. Et je vais positionner sur cette bestiole des différents points pour repositionner un peu éventuellement. Donc voilà. Plutôt que de se relancer dans toutes ces dizaines de punaises que j'avais déjà mises, c'est quand même plus simple de faire comme ça. Pourquoi pas. Mais c'est foireux quand même. Je veux dire, ici, je vous avais dit, à l'arrière, c'est foireux. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut parce que tout est collé ensemble. Voilà. Donc, déformation de la marionnette sur ce nouvel objet dynamique. Si je voulais donner l'impression que le chien court, voilà, j'y suis un peu arrivé. Alors, le principe, c'est que si je veux faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur, c'est possible. Mais pour bien comprendre les choses ici, je vais passer en mode fenêtre, touche F, une fois, deux fois. Je vais me débarrasser de cette palette montage qui ne me sert plus, menu fenêtre, montage. Voilà, est-ce que j'ai bien une seule fenêtre dans Photoshop? Oui. Donc, je vais la mettre ici à gauche, c'est bien. Je vais peut-être demander dans les préférences également de ne pas redimensionner les fenêtres. Parce que c'est toujours ennuyeux quand on fait certaines opérations dans Photoshop, il y a les fenêtres qui commencent à bouger dans tous les sens. Et je pense qu'il y a possibilité d'aller changer ça quelque part ici. Bon voilà, il y a déjà ceci qui peut être fait dans les préférences espace de travail. Vous pouvez décocher l'option ouvrir les nouveaux documents dans de nouveaux onglets. Donc en principe, quand on va créer une nouvelle image ou ouvrir une nouvelle image, elle ne va pas se mettre sous forme d'onglet dans la fenêtre actuelle. Je vais travailler à l'ancienne dans Photoshop avec des fenêtres bien séparées en permanence. On peut aussi éviter que des fenêtres se mettent ensemble quand on les superpose en décochant activer l'ancrage des fenêtres de documents flottants. Voilà. Ces deux choses ici, je conseillerais de les décocher. Ça va faciliter un peu le travail pour la suite. Alors voilà. Vous allez double-cliquer sur l'objet dynamique. Photoshop met un message qui dit que ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. OK. Ça, c'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Et comme j'avais été décoché l'option là précédemment, ça c'est pas un nouvel onglet. Vous voyez, ça s'est pas mis sous forme d'onglet dans la fenêtre précédente. C'est vraiment une nouvelle fenêtre qui est là. Ça, c'est le chien avec l'ancienne marionnette qui est toujours là. Je ne vous conseille pas d'aller la modifier puisque on a considéré à un certain moment qu'on était allé au maximum de ce qu'on pouvait faire sur cette marionnette-là et on avait modifié le chien sur une nouvelle marionnette. Ça va, vous suivez? Vous voyez la logique? Bien. Mais dans cet objet dynamique, il y a aussi l'autre objet dynamique, le précédent. Je vais double-cliquer sur lui. Qu'est-ce qu'il contient, lui? Eh bien, il contient le calque avec son masque de fusion. Donc, si vous aviez foiré le masque de fusion, si il n'était pas bien, vous avez encore la possibilité de le modifier à cet endroit-là. Bon, faut pas modifier trop parce que, comme on a mis une marionnette, si on modifie trop la silhouette du chien, la marionnette va plus fonctionner. En tout cas, voilà.
on a la possibilité d'aller éventuellement retoucher un peu certaines choses. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retoucher ici, éventuellement, sur cette image-là? Ah ben tiens, les herbes là. Oui, les herbes c'est un peu foireux, les herbes au bout des pattes, donc je vais peut-être faire ça. Touche F. Alors, je vous conseille de ne pas vraiment enregistrer cette image-là sur le disque dur. Je vous rappelle que ceci, on l'a obtenu, c'est le contenu d'un objet dynamique qui se trouve dans un plus grand photomontage. Il va falloir à un certain moment le renvoyer dans le photomontage. Et il ne faut surtout pas enregistrer sur le disque dur. Parce que, voilà, ça casserait le lien avec l'objet dynamique, avec le photomontage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais zoomer ici. Il n'est pas interdit de créer des calques, on va faire ça au tampon éventuellement. Donc n'allez pas trop vite, hein, parce que je vois que vous speedez, mais est-ce que vous avez la bonne méthode? Le tampon, vous connaissez? Le tampon qui permet d'aller prendre des pixels et les dupliquer. Ben, c'est peut-être ce que je vais devoir faire pour supprimer les herbes ici, prendre des pixels quelque part et les dupliquer sur les herbes. Mais est-ce que vous savez que le tampon, il faut toujours l'utiliser sur un calque vide? Sinon, vous n'avez pas de possibilité de corriger par la suite. Donc voilà, on va créer un calque vide ici. Ah oui, il n'est pas interdit de créer un calque vide à l'intérieur d'un objet dynamique, ça pose pas de problème. Hein. On peut créer des calques, même des calques de réglage pour modifier les couleurs ou quoi que ce soit. C'est possible aussi. Ou la netteté d'ailleurs, aussi. Oui, la netteté, on va la faire après, vous allez voir. Donc voilà, j'ai créé un calque vide, et sur le calque vide, je vais utiliser le tampon. Mais si vous essayez d'utiliser le tampon, ça ne va pas marcher. Regardez, vous voyez le rond ici? Oui, hein, le rond, je vais faire CTRL-ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC pour modifier. Avec la hauteur, je vous rappelle qu'on modifie la dureté, avec de gauche à droite, c'est la dimension. Donc c'est CTRL-ALT, et clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. Si je veux utiliser le tampon, je suis censé faire ceci. Avec la touche Alt, cliquer pour indiquer que je prélève à cet endroit-là. Et puis, sans enfoncer aucune touche, aller dupliquer. Sauf que... mais rien ne se passe en fait. Il n'y a même pas de message. Mais ça ne marche pas. Je suis en train de dupliquer la transparence sur la transparence là. D'accord? Pour que ça fonctionne, et c'est une option que vous avez dans pas mal d'outils dans Photoshop, il faut lui indiquer ici qu'il doit travailler... qu'il peut travailler sur... qui peut prendre en compte le contenu de plusieurs calques. Pas seulement le calque actif, le calque transparent, mais aussi ceux qui sont en dessous. Et si je veux qu'il prenne en compte, s'il y en avait les calques qui sont au-dessus de lui, ben je mettrai tous les calques. Dans ce cas-ci, actif et inférieur et tous les calques revient au même. Donc, hein. Le fait est que je vais pouvoir aller chercher des pixels dans le calque en dessous et le dupliquer sur le calque du dessus. Alors ok, j'y vais. Je vais peut-être la faire un peu fine ici, touche Alt, voilà, en plusieurs fois, je duplique. Donc, voilà, c'est bien parce que j'ai dupliqué ça sur le calque ici. Si c'est foireux, j'ai qu'à gommer sur le calque. Alors ce que je vais faire ici, c'est un commande A, suppression, commande D pour désélectionner. Pour vous montrer un truc, ceux qui ne connaissent pas le tampon, vous avez déjà étudié le tampon? Oui? Parce qu'il y a un problème habituel. Et le problème habituel quand on fait le tampon, c'est de prendre une brosse trop petite, comme ceci. Clic, avec la touche Alt, hein, pour indiquer que je prélève là, puis aller faire ce genre de choses, quoi. On se dit, tiens, je prends une petite brosse, comme ça va moins se voir. Mais en fait, c'est pire, ça se voit beaucoup, la correction. Autre problème, même si on prend une brosse qui est assez grande, c'est de mettre la zone de prélèvement trop près de la zone d'application. Donc touche Alt, je n'enfonce plus la touche Alt et je duplique ici. Et voilà, et en fait, ça foire. J'annule. Donc faites bien gaffe à ça. Une brosse assez grande et une zone de prélèvement pas trop près de la zone où on applique. Et alors aussi, de temps en temps, lâchez le bouton la souris parce que, voilà, si jamais ça foire, vous devrez tout annuler sinon. Et alors aussi, ne pas être trop perfectionniste. Il y en a ben oui, si c'est vous qui faites la retouche, donc vous voyez la retouche. Mais vous avez tendance à être trop dur avec vous. Hein. Il faut penser que les gens, ils ont une vue globale des
des images et les retouches, ils ne vont pas les voir. Donc tant que ça c'est pas trop mauvais, c'est bon. Hein. Et alors n'hésitez pas à faire du CTRL Z quand ça foire, hein, quand vous avez foiré le truc. N'hésitez pas. Bon, il y a aussi possibilité de mettre un calque de réglage qui va transformer tout ce qui est vert en brun. Donc vous voyez, j'ai fait une première retouche ici, mais je vais peut-être devoir aller travailler dans le masque de fusion pour retoucher un peu le masque à la brosse ici en noir. Non pas au tampon, idiot, au pinceau. Voilà. Voilà. Bon, et du coup, sur le calque là au-dessus, j'ai une duplication de tampon que je vais devoir supprimer à la gomme. D'accord? Vous voyez la petite boule ici qui est foireuse? C'est sur le calque au-dessus, c'est une duplication de tampon qui ne devrait pas s'y trouver. Donc, à la gomme. Pas besoin de mettre un masque de fusion pour ça, c'est bon. Ok. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a possibilité aussi de faire en sorte de mettre un calque de réglage au-dessus du chien. Et tout ce qui a cette couleur verte, déjà, si je la transformais en brun, ce serait peut-être pas mal déjà. Ça limiterait peut-être le nombre de choses qu'il y a à faire au niveau des retouches. Alors voilà, calque de réglage de type teinte saturation. Je vous montre toutes les astuces possibles pour faire des corrections. Calque de réglage de type teinte saturation là au-dessus. À la place de travailler sur le global, je travaille sur les verts. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, je vais peut-être les transformer en gris. On va voir ce que ça donne. Si je désature les verts. Alors, ça n'a pas l'air de trop bien marcher, mais c'est peut-être parce que je vise pas le bon vert. Je vais modifier la position de ça. Ah oui. Bon, voilà. Déjà, ça... avoir désaturé complètement les verts. Bon, ça a changé de nom, ça s'appelle jaune 2 maintenant. Hein. Ah, on va faire des crêpes, jaune 2. Je rigole. Ça me permet de mieux cibler le vert en question. C'était un vert jaunâtre, vous voyez. Bon, ben une fois que j'ai fait ça, je peux remonter la saturation et modifier la couleur du vert avec le curseur teinte. Mais c'est pas génial. Dans ce cas-ci, ça modifie beaucoup le chien derrière, on dirait. Agrandir la boîte. Comme ça, avec sa petite case pour être plus précis. Peut-être resserrer pour mieux cibler encore le vert en question qui ne déborde pas sur les autres couleurs, le réglage. Je réessaye la saturation à 0. Ouais, le vert se transforme en gris. Ok, on va dire c'est bon, je le remets à 0, la saturation à peu près, et je modifie la couleur dans ce cas-là. Oui, voilà, ça marche un peu mieux là, je pense. En jouant sur le curseur teinte là au-dessus, j'arrive à faire en sorte que ce qui est vert devienne brun. Ça peut aider. Donc ça, c'est peut-être un truc à faire avant de jouer au tampon pour minimiser un peu les dégâts. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais remettre un calque au-dessus de ça et jouer au tampon dessus, sur lui. Il manque une patte de chien là-bas au bout. Je pense qu'il manque une patte. Il manque des doigts. Clairement. Ok.
à peu près. Il y avait même un caillou, je pense. Ok, on va dire c'est bon. Bon. C'est certain, ce ne sera pas pour un bouquin sur les chiens de chasse, un bouquin spécialisé, parce que les gens vont aller regarder les pattes et vont se dire qu'il y a des problèmes quand même. Donc faites gaffe. Je suis quand même ennuyé par cette patte arrière qui est foireuse, celle-là surtout. On dirait un moignon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors regardez ce que je vais faire ici. Je vais faire une sélection au lasso autour de la patte, d'une patte qui fonctionne, et demander édition, copier avec fusion. Ça veut dire quoi copier avec fusion? Ça veut dire que ça va copier les pixels tels qu'ils sont là, tels qu'on les voit. Peu importe sur quel calque ils sont les pixels, parce que je vous rappelle qu'on a des pixels certainement qui sont... Oui, il y en a qui sont sur ce calque-là, et il y en a qui sont sur ce calque-là. Donc on a la patte ici qui est composée de pixels qui sont sur différents calques. Et en faisant édition, copier avec fusion, vous envoyez dans le presse-papier une copie des pixels tels qu'on les voit là. Ensuite, je crée un nouveau calque. Je vais faire édition, coller. Ben, je peux faire édition, collage spécial, coller dedans. Ça va coller dans la sélection. Édition, collage spécial, coller dedans. Voilà, il y est. Regardez, si je fais Alt-clic sur l'œil, je ne vois que ce calque-là. Et en effet, ben voilà, c'est ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, bien sûr, je vais d'abord le masque de fusion. Ici, j'en ai pas besoin, je vais le jeter. Supprimer, voilà. Je sais pas pourquoi il m'a fait un masque de fusion, ça te servait. Oui, parce que j'ai fait un collage dedans, c'est ça, voilà. Peu importe. Ok, et je prends l'outil de déplacement, je vais aller déplacer cette patte-là, là, voilà. Quitte à la transformer par édition, transformation manuelle, commande T, avec la touche commande, je peux la tordre un peu, pour la faire correspondre un peu mieux. Commande T et la touche commande du Mac ou contrôle du PC sert à faire la torsion, hein, quand vous êtes en transformation manuelle. Je valide et voilà. Donc c'est le genre de petite astuce qu'on peut faire. À la place du moignon, j'ai quand même un truc un peu plus sérieux pour cette patte arrière. J'aurais pu aussi aller sur le web prendre des photos de pattes d'un autre chien qui n'était pas dans l'herbe et les placer sur celui-ci. On voit le raccord, hein. Je vais ajouter un masque de fusion. Et au pinceau en noir, aller faire la fusion. Comme ça, voilà. Voilà, voilà comment on peut améliorer une photo. Éventuellement, c'est quand même mieux. Personne ne va dire, en voyant cette photo du chien, ah, il y a un truc bizarre. La patte ici, elle ressemble quand même beaucoup à celle-là. Non, hein, personne. Hein. Les gens ont une vue globale des images. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ils ont une vue globale des images et même quand il y a des erreurs, ils ne les voient pas nécessairement. Donc, en effet, tu as raison de le dire. J'étais en train de vous dire qu'il fallait garder tout ce que vous faites, il fallait le garder. Mais ceci, c'est justement l'exception. C'est le contenu d'un objet dynamique. Et il ne faut surtout pas l'enregistrer sur le disque dur.
Alors, voilà ce qu'on va faire. C'est simple. Ici, au milieu, j'ai l'objet dynamique qui vient de l'image de gauche. On est d'accord? Regardez, je zoome justement sur le moignon en question, dans les images. Voilà, donc dans mon image de droite, c'est le contenu de l'objet dynamique qui se trouve dans cette image-là, qui elle-même est un objet dynamique qui vient de celle-là. Alors, en travaillant sur l'image de droite, je vais faire un commande S, et normalement, ça devrait mettre à jour l'image du milieu. Commande S. Voilà, l'image du milieu a été mise à jour. Maintenant, en travaillant sur l'image du milieu, je fais un commande S, c'est l'image de gauche qui devrait être mise à jour. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est toute la puissance de Photoshop au niveau de la retouche. Les objets dynamiques apparus avec la version CS4, c'est une révolution au niveau de la manière de travailler. Cette possibilité de faire des poupées russes avec les calques. Oui, c'est vrai que ça peut modifier la marionnette et ça peut faire foirer un peu des choses éventuellement. Il vaut mieux ce genre de retouche au tampon de faire avant de faire la marionnette. Bon, alors, palette des calques. Déformation de la marionnette. On a aussi l'expansion ici. Parfois, quand vous mettez une marionnette sur un objet à bord flou, ça a tendance à couper le flou et ça peut aider l'expansion. Donc ça, je suis retourné dans mon montage complet. Donc, j'ai double-cliqué sur déformation de la marionnette et on a ici l'expansion. Et en affichant le filet, on va mieux comprendre ce qu'est l'expansion. Afficher filet, voilà. Vous voyez, donc la marionnette s'est mise avec une expansion de 2 pixels, c'est-à-dire qu'elle est à 2 pixels de ce qu'elle a détecté comme étant le bord de l'objet. Mais parfois, ça ne suffit pas. Il faut augmenter. Voilà. Et le fait d'augmenter après avoir mis les coins, les punaises, ça peut faire foirer les trucs. Ah oui, ça fait bien foirer les trucs là. Waouh, c'est artistique. J'annule. En principe, on doit avoir réglé l'expansion avant de mettre les punaises. Donc pensez-y éventuellement quand vous avez des objets à bord flou. Augmentez un peu l'expansion pour éviter que ça n'aille mordre sur le flou sur le bord de l'objet. Je suis passé de 2 à 5 là et ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Là quand même, ça m'a fait foirer la patte, j'annule. Vraiment, il y a un ordre. J'aurais dû vous en parler dès qu'on a, avant de mettre la marionnette, de jouer sur le curseur expansion. Mais enfin, maintenant, vous savez ce que c'est. Pour les objets à bord flou. Avant de mettre les punaises et de bouger les choses. Bien. Pour la netteté, on peut la mettre sur cet objet dynamique-là. On pourrait la mettre sur l'objet dynamique qui est contenu dans cet objet dynamique-là. Ça marcherait aussi, mais autant la mettre là-dessus. Donc, menu filtre, renforcement, accentuation. On avait vu ça, la netteté. On avait vu que avec un petit rayon et un gain plus fort, on arrive à faire ressortir le détail.
Je me demande si j'ai quand même pas intérêt à aller le mettre sur l'objet dynamique à l'intérieur de... Oui. Mais je pense que ça fonctionnera mieux. Ok, donc, plutôt que de le mettre sur le chien qui est dans le photomontage, là, je vais double-cliquer. Là-dedans, je trouve l'objet dynamique sur lequel il y a la première marionnette. Et ce serait peut-être pas plus mal de mettre la netteté là-dessus. Filtre, renforcement, accentuation. Ok. Fichier enregistré, donc commande S. Fichier fermé, commande W. Voilà, et en principe, le chien est accentué. Il y a les détails qui ressortent plus, j'ai l'impression. Alors, pour changer un peu, parce qu'on travaille sur cette image depuis quand même longtemps, avant de vous montrer comment détacher les pattes, la queue du chien pour pouvoir vraiment encore mieux retravailler sa position, avant de faire ça, on va peut-être aller retravailler sur l'image du chien dans la ville. Donc, je ferme celle-là après l'avoir enregistrée. Et on va aller réouvrir le chien dans la ville de Chicago. De Washington, pardon. Touche F, voilà. Je vais me débarrasser du repère qui est là, menu affichage, afficher, repère. Je décoche ça, donc le repère n'est plus visible. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien dans cette image et qu'on n'a pas vu au moment où je vous ai expliqué les retouches d'image? C'est de modeler les lumières dans le photomontage pour focaliser l'attention sur un élément ou l'autre pour que ce soit moins plat. Alors voilà, vous avez pour ça des outils qui s'appellent le Dodge and Burn, le densité plus, densité moins, qui servent à éclaircir ou assombrir. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent à quoi ça correspond, ces deux choses-là? Non, mais pourquoi c'est une sucette? Pourquoi c'est une main qui fait OK? Alors, je vous explique. Dans Photoshop, il y a plein de références à des techniques photo traditionnelles de labo photo. En labo photo, quand on veut avoir une photographie sur le papier, on projette un négatif sur le papier. C'est de la lumière qui arrive sur le papier, puis il passe dans des bains et s'est développé, et ça fait une photo sur le papier. La lumière, là où elle se projette le plus sur le papier, c'est là où ce sera sombre, parce qu'on travaille en négatif. Et là où il y a peu de lumière qui est projetée, ce sera clair. D'accord ? Cet outil, ici, c'est un petit disque en carton qui empêche que la lumière arrive. C'est un petit disque en carton au bout d'une tige, et l'opérateur qui projette donc le négatif sur le papier empêche que la lumière arrive à certains endroits du papier. Et ça va assombrir, puisque je vous ai dit, on travaille en négatif, là où la lumière arrive, ça fait plus sombre. Là où elle n'arrive pas, c'est clair. Donc c'est ça, c'est un petit disque, c'est ça que ça représente. Ici, c'est l'outil Densité Plus qui, l'opérateur avec sa main va aller près de l'objectif de l'appareil qui projette le négatif pour focaliser la lumière à certains endroits. Donc plus de lumière, ça va faire plus sombre. Donc voilà l'historique de ces deux outils. Il faut vraiment penser qu'on projette un négatif sur le papier et que là où il y a beaucoup de lumière qui arrive, ça fait sombre. Là où il y en a peu qui arrivent, ça fait clair. Alors ces deux outils sont un peu has-been parce qu'il y a une nouvelle technique qui existe que je vais vous expliquer. Donc techniquement, on peut encore les utiliser quand on doit retoucher plein de photos et qu'on n'a pas beaucoup de temps
Quoique, vraiment, si on connaît les techniques pour aller plus vite, on peut s'en sortir avec les calques. Alors je vous montre, vous cliquez sur le calque de réglage le plus au-dessus, parce qu'on va mettre un calque au-dessus de celui-là. Donc vous créez un calque vide au-dessus de celui qui était activé, qui était celui qui était tout au-dessus. Dans ce calque vide, vous allez mettre un gris à 50%. Donc vous pouvez faire édition remplir avec 50% gris, normal 100%, vous laissez ça, c'est juste ceci qu'il faut modifier, on remplit avec un gris à 50%. D'accord? Vous le voyez, c'est un gris à 50%. On va faire passer ce calque en mode incrustation. Donc le gris n'est plus du tout visible, on ne voit rien. Donc vous avez mis le calque en mode incrustation et les pixels gris n'apparaissent pas. C'est tout à fait normal. Quand c'est du gris à 50%, ça n'agit pas du tout. Par contre, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le pinceau et on va aller chercher la palette couleurs. Menu fenêtre couleurs. Alors, je vais voir si dans CS6, elle ressemble à ça. Vous arrivez à l'agrandir avec la petite case en bas à droite, comme ça. La palette couleurs. J'ai pas l'impression aussi. Dans CS6, ça marche? N'avez pas la même couleur d'origine, essayez un peu ici dans le menu de choisir cube de teinte éventuellement. Vous avez quoi actuellement dans le menu de la palette couleurs? Pas ça. Cube de teinte, ça marche pas? On n'a pas. Vous n'avez pas? Ok, va falloir faire autrement pour vous. Alors en tout cas, quand vous serez en dehors de ces 6, vous avez la possibilité d'aller dans la palette couleurs. Vous avez quoi? Vous avez double-cliqué ici? Ah ben oui, c'est l'autre solution. C'est d'aller choisir un gris ici sur le côté. Alors un gris clair. Ok. Je vais dessiner avec une grosse brosse et je remarquez qu'il faut zoomer en arrière. Hein. Une grosse brosse floue. Et on peut éclaircir. Voilà. J'ai amené du gris clair. Ça éclaircit ce qui est en dessous. Je vais faire avec du gris foncé. Et là, ça assombrit. Donc voilà comment vous allez pouvoir gérer les densités dans une image pour vraiment modeler les lumières. Et ce qui est intéressant par rapport aux anciens outils, c'est que ceci, c'est du non destructif. Vous ne touchez pas aux pixels qui sont dans les groupes, là, le chien, le décor. Non, c'est juste un calque qu'on peut même enlever de l'affichage et on voit ce que ça donnait avant. Alors que les autres outils, il fallait absolument les utiliser sur des pixels et voilà, quand c'était modifié, c'était modifié. Ok. Donc je vous demande éventuellement de régler les lumières là, de manière à modeler. C'est encore une fois une possibilité d'augmenter le réalisme peut-être dans le photomontage aussi. Je vais quand même afficher la palette de couleurs ici parce que sinon c'est ennuyeux de chaque fois de devoir double-cliquer sur l'échantillon dans la palette des outils. N'hésitez pas à faire des CTRL Z quand il faut. Essayez d'éviter de prendre du noir coloré, comme ça, parce que ça va modifier la couleur dans l'image. Il faut prendre du gris coloré. Il faut prendre du gris neutre. Ok, je vais peut-être aller un peu plus en détail sur le chien ici. Bien sûr, si je modifie la position du chien après avoir fait ça, mes petites taches là, elles seront plus au bon endroit. Hein.
Donc on suppose qu'on fait ça sur la version finale. C'est une des dernières choses qu'on fait. Logique, hein. Si vous n'êtes pas certain de votre cours, rien n'est interdit, bien sûr, comme pour les calques de réglage, d'aller dupliquer le calque. Voilà. Enlever l'œil en face du précédent. Ah tiens, j'ai même coloré en gris rougeâtre, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Voilà. Et de continuer le boulot sur celui-là. De continuer le boulot et de rechercher d'autres ambiances. Est-ce que c'est pas plutôt l'arrière-plan qui devrait être clair et l'avant plus sombre? Pourquoi pas? En matière d'image publicitaire, ça peut se voir qu'il y a de la retouche couleur. Ok. À nouveau, je duplique. J'enlève l'œil en face du précédent. Voilà, je vais avoir 3 versions finalement pour pouvoir faire des tests. Faites également 3 versions, c'est bien. Parce qu'après, je vais vous montrer un outil pour faire de la présentation au client. Et éventuellement lui envoyer différentes versions. Pour une base de discussion. Ok, donc, première version sans rien, deuxième version comme ça, troisième version comme ça, quatrième, tiens, je vais peut-être reprendre la première, la dupliquer, et sur celle-là, faire la tête du chien plus claire, parce que je trouve que ce sera peut-être mieux. On peut aussi dessiner au pinceau à moins de 100% d'opacité. Comme ça, le gris que vous amenez, il change moins vite les choses. Ok. Vraiment, c'est très facile de modifier ça. C'est très important, cette question de densité, de modeler les choses. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ok, j'enregistre le document. Tiens, j'étais pas sur la toute dernière version. C'est pas grave. Vous voyez, petit à petit, hein, on a travaillé avec des calques sur le décor, des calques de réglage sur le chien, des calques de réglage sur le tout, puis on revient avec cette histoire de densité plus, densité moins, le dodge and burn. Donc petit à petit, on va vers une image meilleure, en principe. Ici, j'ai juste tapé le nom de ce qu'on vient de voir, la technique dodge and burn. Donc j'ai mis le mot Wikipédia à côté parce que je sais que j'allais trouver ces 2 petites illustrations qui sont sympas, qui sont ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le petit carton au bout d'une tige qui empêche que la lumière arrive à certains endroits du papier qu'on est en train d'insoler dans le labo photo traditionnel. Donc qui va, avec moins de lumière, ça va éclaircir. Et le petit carton qui focalise la lumière à un certain endroit, là où on veut, le carton troué. C'est un carton troué ici, mais dans Photoshop, vous avez vu qu'on utilise la main. C'est le même principe. On fait un petit trou, en fait, qui laisse passer la lumière. Et là, ça va assombrir, puisque plus de lumière assombrit.
on travaille en négatif dans le labo. Alors voilà. Comment faire la présentation au client pour lui demander quelle est la version qui lui plaît? Eh bien, on va utiliser le principe de la composition de calque. Là, j'ai plein de versions quand même. J'en ai fait finalement 5. Et vite fait. Alors, on va chercher la palette composition de calque. Menu fenêtre, composition de calque. Et cette palette est là pour se souvenir de l'état du document, au niveau de quels calques sont affichés et quelle est la position des éléments. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'affichage des calques. Vous allez tout de suite comprendre. Faites en sorte qu'aucun de vos calques de Dodge & Burn ne soit affiché. Et dans la palette composition de calque, cliquez sur le bloc de feuilles. Voilà. Vous voyez que ça va retenir la visibilité du calque. Quels sont les calques affichés, quels sont ceux qui ne sont pas affichés. OK. Ensuite, vous allez afficher le premier calque de Dodge & Burn. Et vous cliquez sur le bloc de feuilles dans composition de calque. Voilà. Ensuite, vous l'enlevez de l'affichage. C'est le second que vous affichez. Peu importe celui qui est activé en fait. Ce qui compte, c'est l'affichage. Une nouvelle composition de calque. Ensuite, à nouveau. Voilà. À partir de là, vous allez vous-même pouvoir très rapidement passer d'une version à l'autre en cliquant sur le petit carré ici. Donc vous pourriez même avoir, par ce système-là, désactivé plusieurs calques d'un coup. C'est pour faire des tests aussi dans Photoshop, pour comparer quelle est la meilleure version finalement. Là, c'est simple, on a fait juste l'affichage d'un calque, mais vous comprenez qu'on pourrait afficher d'autres calques. Ça peut enregistrer vraiment plein de choses. Je veux dire plein de calques, l'affichage ou non de plein de calques. Attention que si vous ajoutez un calque à la composition, les compositions de calques que vous avez faites précédemment ne seront plus bonnes. Elles ne vont plus fonctionner. Donc on suppose qu'on n'ajoute pas de calque supplémentaire en cours de route après avoir fait les compositions de calque, sinon elles ne sont plus utilisables. Ok, on peut mettre à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré, donc ces compositions de calque sont intégrées au fichier sur le disque dur. Et on peut aussi, si on veut, l'exporter ça dans un PDF. C'est ce qu'on va faire ici, parce que c'est ça qu'on envoie au client, c'est un PDF. Il va avoir les différentes versions qui vont apparaître. Donc, fichier exportation, composition de calque. Alors, attention, il y a deux manières de faire. Composition de calque en PDF. Mais au passage, vous voyez que vous pourriez aussi créer des fichiers sur le disque dur. Plein de fichiers, c'est Photoshop qui vous les créerait. Les 5 versions, les 5 compositions de calque, il y en a 5 ? Non, 6. Puisqu'il y avait la version sans les calques de Dodge & Burn affichés. Les 6 compositions de calque se retrouveraient sur le disque dur en tant que fichier Photoshop. Ou... oui, Photoshop ou JPEG ou quoi. Et donc ici, je vous montre plutôt comment exporter dans un PDF à envoyer au client pour avoir son avis. Donc c'est composition de calque en PDF. Alors c'est assez simple, on va parcourir pour aller chercher là où... oui, c'est le dossier d'aujourd'hui, c'est bien. Donc j'annule. Il est déjà dans le dossier d'aujourd'hui. C'est toutes les compositions de calque que je veux exporter, pas seulement celles au pluriel ou pas que j'aurai affichées là, dans la palette composition de calque. Donc je ne coche pas composition de calque sélectionnée seulement.
Est-ce qu'on veut un effet de diaporama que toutes les 5 secondes ça change? Pourquoi pas. Est-ce qu'on veut que ça tourne en boucle après arriver à la dernière image, ça recommence à la première? Pourquoi pas. Voilà, vous faites exécuter. Et ça bosse. Bon, on aurait peut-être dû réduire la taille de l'image avant de faire ça parce qu'il a intégré l'image haute définition dans le PDF à mon avis. Donc je vais aller voir ici ce qui se passe au niveau... Bon, il est peut-être toujours en train de l'écrire. Ouais. Ça va nous faire quand même un PDF assez lourd. Donc, essayez de faire un commande majuscule point pour annuler l'opération en cours, peut-être. Chez moi aussi, il est toujours en train de bosser apparemment. Parce que le PDF n'est pas apparu dans la liste ici. Il aurait dû apparaître... Ah, tiens, ça travaille. Bon, ceci dit, en principe, il intègre une version sans calque dans le PDF. Il aplatit. Donc c'est déjà moins lourd. Donc un PDF apparaît. Et c'est vrai qu'on travaille sur une image quand même de 6000 pixels sur 9000. J'aurais dû le faire sur une version réduite de l'image. Là, il est en train de faire un PDF, mais je soupçonne qu'il va faire quand même 200 mégas à peu près le PDF. Et pour envoyer ça par mail, ça va être difficile. Moi, il fait 119 mégas. 129, tu dis? 119, oui. C'est un peu gros. Hein. Bon, ben en tout cas, ça prouve que c'est une version aplatie des images qui se trouvent dans le PDF, puisque la version non aplatie fait déjà 552 mégas, rien que pour une image, l'image d'origine, Photoshop. Donc, il va mettre 6 versions aplaties dans le PDF. Ah, petit message qui dit que ça a réussi. Ok. Bon, ben allons voir ça. Donc, le PDF à 333 mégas chez moi. Donc, vraiment, franchement, erreur de ma part. J'aurais dû faire ça, l'exportation PDF, décomposition de calque, sur une version plus réduite de l'image, à 25% par exemple de taille. Donc, ça nous fait 16 fois moins de pixels si je mets 25%. Bon, quand j'ouvre le PDF, il demande pour passer plein écran. C'est normal parce que l'interactivité, le diaporama, ça ne fonctionnera que sur un PDF affiché plein écran. Donc en principe, toutes les 5 secondes, il doit changer de... Voilà, il change de composition de calque. Oui, c'est parfois subtil, hein, et parfois pas. Voilà, je crois que je suis revenu au début, là. Voilà, la suivante, je crois que c'est les bâtiments qui s'éclairent. Non, c'est le chien encore. Voilà, là, c'est les bâtiments, les façades qui s'éclaircissent un peu. Enfin, vous voyez, on est dans le subtil, mais bon, c'est bien. Alors, dans Acrobat, vous avez les pages ici, bien sûr, et on peut aussi manuellement passer d'une page à l'autre. Tout ça est très lent parce que c'est une version un peu lourde. C'est le moins qu'on puisse dire. Un PDF de 300 mégas, c'est un peu lourd, mais vous avez compris le principe. Hein. Donc ne faites pas la gaffe que j'ai faite d'exporter la version haute définition de l'image dans composition de calque. Ça ira beaucoup plus vite si on le fait sur une image réduite. Bon, on va passer sur l'image du désert, donc vous allez fermer cette image-là dans Photoshop.
Voilà. L'image dans le désert, la voilà. Bien. Alors ce qu'on va faire ici, c'est un petit test des compositions de calque utilisées dans InDesign. Parce que vous avez vu que ça peut servir dans Photoshop pour rapidement afficher ou pas certains calques. Ça peut servir pour envoyer un PDF avec différentes versions pour discuter avec le client à distance éventuellement. Ou pour faire une impression aussi. On peut faire une impression et discuter sur base de ce qui est imprimé. Et ça peut servir aussi dans InDesign. Donc voilà, vous avez votre bestiole qui est là. On va coloriser rapidement de différentes manières. On va coloriser la scène. Vous allez ajouter au-dessus de tout, hein, donc c'est l'élément le plus au-dessus qui est actuellement activé, c'est le groupe. Vous allez ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Avec teinte saturation, vous allez faire différents tests ici. Positionner le curseur teinte peut-être à l'extrême pour faire un négatif couleur. Donc les valeurs restent là, mais on fait un négatif sur les couleurs. C'est assez génial ça. Donc c'est une roue chromatique, on est à moins 180 degrés ici. On a complètement balancé les couleurs. Bon. Vous allez à nouveau mettre un autre calque de réglage. On pourrait dupliquer celui-là et le modifier aussi. Mais voilà, teinte saturation. Il faut que j'enlève l'œil en face du premier, c'est important. Voilà. Et je travaille sur le second. Et là, je vais balancer les couleurs, mais à moitié dans un sens. Voilà. À peu près, moins 50 à peu près. Version rose. J'enlève l'œil, je remets un calque de réglage teinte saturation. Et bien sûr, là, on va balancer dans l'autre sens. Plus 50 à peu près. Bien. Ok, j'enlève l'œil en face de teinte saturation. J'ajoute à nouveau un calque. Mais celui-là va me servir à transformer en gris. Donc, saturation, moins 100. À nouveau, un calque de réglage. De type teinte saturation. Sur celui-là, je vais cocher la case colorisée. Et avec le curseur teinte et le curseur saturation, je vais pouvoir modifier l'ambiance colorée. Choisissez ce que vous voulez comme ambiance. En tout cas, toutes les couleurs sont oubliées. On démarre d'une image grise dès que vous cochez l'option colorisée. Ou comment ça s'appelait dans les anciennes versions de Photoshop encore, ce truc. Ça apporte un nom différent, je ne me souviens plus quoi. Bien, donc j'ai quand même ici, on devrait tous avoir 1, 2, 3, 4, 5 réglages différents. 5 réglages différents sur cette bestiole. C'est pas mal. Ok, alors, cette version-là, la dernière qu'on a faite, on va lui ajouter un calque de type courbe. Au-dessus de la dernière version qui est affichée, vous voyez, celle qui transforme en bleu chez moi, au-dessus, je mets un calque de réglage de type courbe, et je vais aller modifier le contraste. Clic, clic, et je bouge. Alors si je trouve que ça modifie trop la couleur, vous connaissez l'astuce, on avait dit faire passer le calque de réglage de type courbe du mode normal au mode luminosité. Et là, quand vous modifiez, la couleur ne devrait pas trop changer. Voilà. Le calque en mode luminosité au lieu de normal, ça devrait moins changer la couleur. Voilà, donc ça apporte quelque chose, on le voit. Hein. J'ai réussi à récupérer quelque chose qui était quand même assez sombre.
La couleur me plaisait, mais c'était sombre dans mon cas. Et voilà, avec le calque de réglage là au-dessus, c'est récupéré. Eh bien, on va faire les compositions de calque. Et elles vont être récupérables dans InDesign, et vous allez voir que ça peut vraiment aider pour faire de la mise en page. Donc on y va. Eh bien, je vais afficher. Regardez, je vais faire le truc ici. J'affiche d'abord l'image non modifiée, sans aucun des calques qu'on vient de créer affiché. Voilà, clic, OK. Ensuite, je vais afficher la première modification, clic, OK. Puis, cette première modification, mais avec le contraste, pourquoi pas, je teste, clic. Ensuite, la deuxième modification seule et avec le contraste. Ensuite, la troisième modification seule et avec le contraste, etc. C'est toujours le même principe. Voilà. Bon, finalement, j'ai 11 compositions de calque. Vous voyez l'intérêt, hein? C'est que si je veux comparer maintenant, dans Photoshop, je ne parle même pas de InDesign, mais dans Photoshop, si je veux comparer, je passe de l'une à l'autre. Tiens, je me dis, tiens, celle-là, c'est pas mal, mais avec ou sans le contraste? Et celle-là, avec ou sans le contraste? Et si je compare celle-là avec celle-là? Ou celle-là avec celle-là? Enfin voilà, on peut vraiment passer de l'une à l'autre rapidement et comparer. Et discuter même avec le client à côté de soi s'il faut, mais bon, ça c'est toujours controversé, hein. Laisser le client donner son avis, c'est parfois casse-gueule. Ça dépend à qui on parle. Ok, en tout cas voilà, on a plein de compositions de calque.